Bonsoir à tous et bienvenue dans Mêlée à 5, votre rendez-vous bimensuel sur la radio 100% live de Wisport. Aujourd'hui, on reviendra sur la victoire du Pays de Galles face à l'Angleterre dans ce tournoi de destination où la France n'a pas défié l'Écosse aujourd'hui au Stade de France pour les raisons que vous connaissez sans doute. On fera ensuite un point top 14 avec l'Aviron Bayonnais notamment qui est allé s'imposer à Toulon et qui a totalement relancé la course au maintien. Et on finira évidemment, comme vous pouvez le voir à l'image, par un hommage vibrant à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du rugby en la personne de Dan Carter. Un très gros programme donc qui nous attend aujourd'hui et je ne serai évidemment pas seul pour en parler. Je serai en compagnie de deux chroniqueurs de la rédaction rugby que vous connaissez bien désormais dans cette émission, parmi lesquels Flavien Olivier. Salut Flavien. Flavien. Bonjour à tous, sauf à ceux qui ne respectent pas la bulle sanitaire. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Bonsoir également à Vincent Chalier, le Toulousain de la rédaction. Salut Flavien. Salut Vincent, pardon. Salut à tous, salut Greg. J'espère que ton test n'est pas positif aussi. Non, a priori ça devrait le faire. Je me suis pas encore fait tester, mais on verra ça dans les semaines qui arrivent. J'espère en tout cas que je n'aurai pas percé et créé un cluster comme peut-être l'a fait Fabien Galtier. Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir si tout cela s'y prête. On va donc démarrer cette émission par le match du 6 Nations qui nous intéresse. On va peut-être pas revenir sur Irlande-Italie. C'était pas un match comme prévu qui est resté dans les annales pour les raisons que vous connaissez. Une équipe d'Italie encore très très faible au sein de ce 6 Nations qui est sur je ne sais pas combien de défaites d'affilée, presque 30 il me semble, voire même 30. Bref, on s'étalera pas là-dessus. On va revenir en revanche sur la victoire du Pays de Galles face à l'Angleterre dans une rencontre que tout le monde, que tous les observateurs attendait et scrutait avec intérêt. Le Pays de Galles donc qui s'est imposé 40-24 face aux Anglais. Deuxième défaite pour les Anglais en 3 matchs. On peut même dire deuxième défaite en 2 matchs qui comptent parce que les Anglais se sont imposés d'ailleurs difficilement contre l'Italie. Messieurs, avant de vous demander vos impressions sur ce match, on va peut-être en dire quelques mots en introduction. Donc cette équipe du Pays de Galles qui avait gagné 2 premières rencontres de manière très poussive, que ce soit face à l'Irlande ou l'Écosse. Les deux équipes on le rappelle, avait évolué à 14 contre cette équipe galloise. Et au final, voilà, à domicile, alors que les Anglais étaient favoris, on attendait une vraie réaction de la part de cette équipe anglaise qui, si jamais elle ne parvenait pas à gagner, abandonnerait à 95% son titre de l'an dernier. Et donc au final, c'est ces Gallois qui ont décroché une 3e victoire en 3 matchs, la triple couronne après leur victoire, donc on l'a dit, face à l'Écosse et l'Irlande. Flavien, toi je sais que tu es un suiveur assidu de cette équipe du Pays de Galles. Qu'as-tu pensé de cette rencontre entre ces deux nations ? Bah, paradoxalement, déjà, c'était l'équipe qui était annoncée comme malade avant le début du tournoi. Et paradoxalement, ils sont à 3 victoires, mais 3 victoires peut-être un peu en trompe-l'œil, notamment les 2 premières, où c'était poussif, où ils ont profité d'une supériorité numérique. Et là, face aux Anglais, on va y revenir plus attentivement après, mais ouais, on a l'impression aussi que les Anglais ont donné le match aux Gallois et que pour moi, cette équipe galloise n'est pas vraiment guérie. Mais pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 victoires et ils sont toujours en course pour faire le grand chelem. Donc, à mon avis, le France-Pays de Galles va être intéressant si ça continue comme ça. Ouais, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on rejouera, ceci dit. L'équipe de France, encore moins contre le Pays de Galles. Normalement, ça devrait être mi-mars à peu près pour ce France-Pays de Galles, en tout cas, qui promet. Est-ce que on a déjà fait le débat la semaine dernière, j'en suis conscient, mais cette équipe d'Angleterre, quand même, a vraiment du mal à trouver un second souffle. On a l'impression de voir la même équipe d'Angleterre depuis 5 ans, avec une utilisation du camp adverse par le pied presque excessive, un jeu basé sur la confrontation, sauf que cette équipe d'Angleterre, on a l'impression, a une caisse physique qui est très très loin d'être celle qu'on peut lui connaître, Flavien. Excuse-moi Grégoire, je suis pas forcément d'accord quand tu dis depuis 5 ans, parce que justement, à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ils étaient sur des bases de jeu assez ouverts, assez déployés sur les extérieurs. Et justement, là, depuis cette Coupe du Monde, depuis cette défaite en finale, ils sont retombés justement dans ces travers-là, des box kicks à gogo, un jeu de défi physique en permanence et plus vraiment d'imagination, sauf les quelques fois justement contre le Pays de Galles, quand ils se sont mis à jouer au ballon, à jouer au rugby, à écarter sur les ailes, ils ont mis en difficulté cette équipe galloise. Mais sinon, c'est que des box kicks, etc. Et on va cesser de le répéter, mais ça ne marche plus. Ce style de jeu ne marche plus. Aujourd'hui, on est dans un rugby qui est assez ambitieux. On le voit avec l'équipe de France, avec la Nouvelle-Zélande depuis une décennie, voire 2.
Et voilà, il va falloir vite qu'ils se réinventent et qu'ils retrouvent surtout un coffre physique qui faisait leur force. On va peut-être mettre la Coupe du Monde à part à la rigueur, mais c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, j'ai des souvenirs de crunch d'il y a 3-4 ans où c'était pareil, quoi, où ça pilonnait sur Damien Penaud, normalement, notamment, qui, à mon avis, de son souvenir. Mais c'est vrai que globalement, même à la Coupe du Monde, sur les All Blacks, alors effectivement, comme tu l'as dit, il y a ces éclairs de génie sur les ailes avec Johnny May, avec Watson. Mais globalement, à la Coupe du Monde contre les Blacks, justement, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que cette victoire-là, qui a émerveillé le monde du rugby, a pas justement été un peu trompe-l'œil pour la suite, dans le sens où ça les a confortés dans une certaine idée de jeu. Et effectivement, même s'ils sont retournés, comme tu l'as dit, à pas mal de kickboxing, ils se basent je vais me répéter, mais ils se basent sur des bases de jeu. Voilà, c'est pas très correct, mais on va l'exprimer comme ça. Et au final, ils ont plus les armes pour se baser sur ce genre de choses, sur le défi physique, ou en tout cas, ils n'ont pas actuellement les armes avec, on le sait, l'arrêt des championnats de deuxième et troisième division, où auraient dû évoluer les Saracens. Et justement, tu l'as dit, et Mathieu Lartaud l'a souligné hier aux commentaires, les joueurs des Saris, qui sont normalement les meilleurs joueurs anglais avec la meilleure équipe d'Europe, n'ont pas joué de la saison. Ils sont en deuxième division, ils n'ont pas joué de la saison. Et clairement, au rugby, encore plus qu'au football, l'aspect physique, la condition physique, si tu n'as pas ça, tu es mort. Et là, ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus ce côté physique, ce côté dominateur. Ils ne tiennent plus 80 minutes. Et forcément, ils se font marcher dessus. Plus rien ne marche. Et voilà ce que ça arrive. On a une équipe anglaise qui est à l'agonie totale. Avec, on va y revenir après parce qu'il faudra en parler du côté de l'investissement personnel des joueurs, etc. Et voilà, vraiment ce côté physique à noter qui est en train de les plomber et qui fait que l'équipe d'Angleterre aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était avant. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent, on va te donner la parole, parce que c'est vrai que tu n'as pas trop parlé depuis le début de cette émission, mais sur l'investissement, comme Flavien le mentionnait, des joueurs anglais, c'est vrai que c'est assez inégal. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, on a un Maro Itoje, par exemple, qui montre pas mal d'envie, mais qui est assez maladroit. Il a concédé 5 pénalités hier, et c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qu'on semble pas du tout ou presque investis. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe anglaise avant qu'on revienne sur le Pays de Galles et notamment sa troisième ligne? Un petit peu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que physiquement, on les sent pas au top, ça c'est clair. Après, est-ce qu'ils ont, si, je pense qu'il commence à y avoir un problème avec, clairement avec Eddie Jones. Je pense que son plan de jeu ne passe pas, sa façon peut-être de gérer les hommes aussi. On sent qu'il n'y a pas de fond de jeu, qu'il n'y a pas de ligne directrice et que les joueurs n'ont même pas envie eux-mêmes peut-être d'aller essayer d'en trouver une et de trouver un fil sur leur match. C'est-à-dire que à un moment donné, on va voir des ballons qui sont joués au large, mais on sent que les joueurs sont un petit peu sur la retenue, de peur de peut-être de faire une bêtise et derrière d'être mis au banc par Andy Jones. Devant, ils sont plus aussi dominateurs. Je pense que la principale des raisons, comme vous disiez, c'était physique. Et puis, un nombre de pénalités qui est clairement pas normal pour une équipe d'Angleterre qui est d'habitude une équipe très, très disciplinée. Là, ils prennent 14 pénalités sur le match, ce qui est énorme. Déjà, on dit qu'au très haut niveau, pour plus de 10 pénalités, c'est trop, mais alors là, 14, ouais, il y a clairement un problème, je pense. Au-delà du physique, je pense aussi un problème psychologique, c'est-à-dire que je pense que le discours de Eddie Jones ne passe plus ou ne passe pas, ou de moins en moins, et ce qui bloque les joueurs, et quand on sait aussi que la confiance est tellement importante, surtout à ce niveau, ça se joue sur les petits détails. Si tu n'as pas la confiance, ben, tu ne pourras pas avancer et trouver des solutions pour perturber ces équipes, notamment galloises ou irlandaises, qui sont toujours très accrocheuses jusqu'au bout, qui sont pas géniales, mais qui arrivent, qui ont, eux, contrairement aux Anglais, un style de jeu bien précis, bien défini, et auquel ils savent parfaitement jouer. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu un mix de tout, et les Anglais sont clairement dans une mauvaise passe, et je ne sais pas si ça va s'arranger prochainement. Ouais, je vais revenir vers toi, Flavien, qui parlait d'investissement tout à l'heure. J'ai envie de faire un petit comparatif entre Vunipola et Faletao, donc les numéros 8 des deux équipes. Faletao a évidemment été élu homme du match après sa performance majuscule. Et Vunipola, qui a été un des meilleurs Anglais pourtant hier, on peut voir un écart quand même assez considérable entre les deux en termes de plaquage, en termes de ballon joué à la main, en termes de distance parcourue. Et je trouve que pour ce qui est censé être un des meilleurs joueurs anglais dans ce genre de rencontre, ça témoigne quand même de la faiblesse et j'ai presque envie de dire de l'irresponsabilité, parce que c'est vrai que j'attache toujours une importance assez particulière au fait de porter le maillot de la sélection.
Mais c'est vrai que je te rejoins en grande partie quand on parle de l'investissement de certains joueurs anglais qui n'est clairement plus au niveau. Alors après, est-ce que c'est parce qu'ils ont lâché Eddie Jones? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la caisse physique liée à l'arrêt des championnats de division inférieure? Ou est-ce que tout simplement c'est parce qu'il y a un problème interne au sein du groupe? On ne sait pas, mais au final, la situation est telle que l'Angleterre aujourd'hui est dans une impasse. Oui, tu as raison. Alors, le côté physique, en soi, c'est quand même quelque chose qu'on peut excuser. Tu parles de Vunipola, voilà, il n'a pas joué, le Saracens. On peut le comprendre, ce côté-là. Mais ce qui est inadmissible hier, et si ça avait été le 15 de France, on les aurait déchirés, c'était sur les 3 essais gallois, c'est une honte. C'est une honte comment les Anglais sont apathiques. Le premier essai, c'est une pénalité rapidement jouée par Dan Bigard pour Josh Adams. Essai. Déjà, tu n'as pas le droit de te faire avoir sur une pénalité rapidement jouée. Tu n'as pas le droit. Même si après, ils sont allés se plaindre auprès de M. Galzer en disant que voilà, il était allé les voir jouer, qu'ils n'étaient pas prêts, etc. Bon, soit. Mais le troisième essai gallois, c'est pareil. C'est le demi-mêlée remplaçant gallois qui joue une pénalité rapidement au pied et qui s'en va tout seul entre les perches. C'est juste pas possible. Le deuxième essai, c'est un micmac à la course. Il y a peut-être en avant, il n'y a pas en avant. Bref, pas grave. Mais au final, c'est un gallois qui est premier dans l'embut. C'est-à-dire que les mecs ne sont pas prêts, ne regardent pas ce qui se passe. Et là où on rentre dans le psychologique, on rentre dans l'investissement. C'est-à-dire sur 3 essais, quand il y en a 2 que tu prends sur des pénalités rapidement jouées, à haut niveau, c'est un pays de Galles, Angleterre. Ça, c'est une honte, c'est pas bien. Et ça, sincèrement, je pense que les journaux anglais ont dû les déchirer à cause de ça. Vincent, on va rebondir un peu sur ce qu'a dit Flavien. C'est une question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que ces deux, du coup, j'allais dire ces deux coups de génie, mais c'est vrai qu'en écoutant Flavien, on a plutôt l'impression que c'est en raison de l'apathie anglaise. Mais est-ce qu'au final, tu parlais tout à l'heure de ce que pouvaient avoir des sélections comme l'Irlande ou le Pays de Galles en plus, est-ce que c'est pas ce genre d'initiative qui manque à l'Angleterre aujourd'hui? Puisque finalement, hier, je vais pas dire que c'est ce qui fait la différence, mais c'est absolument quelque chose de déterminant dans la physionomie du match. Oui, oui, c'est. Mais après, je pense que peut-être qu'on en revient aussi au côté psychologique, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas suffisamment en confiance pour voir déjà d'une part qu'il y a un bon coup à jouer sur une pénalité vite jouée à la main, mais aussi au-delà de ça, d'oser tenter. Parce que c'est vrai qu'un joueur pas en confiance, il cherchera à garder le ballon, à faire une percussion, un temps de jeu supplémentaire en se disant, ben voilà, je perds pas le ballon, je permets de continuer ce que le jeu de mon équipe soit toujours dans l'avancée ou voilà, qu'il n'y ait pas de petites fautes. Mais là, un joueur gallois qui tente le coup à 10 mètres de la ligne en se disant ben voilà, je tente le coup, même si je me fais coffrer, mais au moins j'aurais tenté et si ça va au bout, c'est tout bénef et si ça va pas au bout, tant pis. De toute façon, je sais que plus ou moins j'ai récupéré la pénalité parce qu'il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas à 10 mètres. Donc voilà, c'est la grosse différence, je pense, entre une équipe qui est sûre de son jeu, qui est sûre de son fait et qui est en confiance, comme les Gallois, c'est-à-dire qu'ils restent certes sur 2 succès poussifs, mais ils ont les succès avec eux. Et une équipe d'Angleterre qui est clairement, je pense, en termes de confiance à la dérive. Physiquement, ils sont pas bons. Donc, c'est un mélange de tout ça qui fait que ils ont plus la confiance, l'envie de tenter quelque chose qui sort du cadre, un crochet, une accélération, un petit coup de pied par-dessus. On n'en a quasiment pas vu. Alors qu'il y avait parfois des coups à jouer dans le deuxième rideau, etc. Mais ils le font plus. Ils le font pas parce que je pense que au niveau de la confiance, ils y sont plus, ils y sont pas et il y a un blocage psychologique qui s'est créé et ça, c'est ce qu'on avait avec les 15 de France pendant les années où on a mangé le pain noir. C'est-à-dire que des joueurs pas en confiance, qui n'osent pas, qui tentent pas, alors que justement, c'est ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut tenter, il faut oser. Il ne faut pas compter que sur les fautes de l'adversaire parce qu'à très haut niveau, les équipes en face sont très très bien préparées. Elles font très peu de fautes ou un minimum. Et c'est pas en enquillant les pénalités que tu gagneras, si ce n'est peut-être contre l'Italie. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un blocage psychologique qui s'est créé et ça me semble compliqué pour l'instant pour les Anglais de passer outre. Du coup, la question que je vais vous poser aussi, parce qu'on a parlé de ce problème avec les Saracens, le manque de rythme, etc. Mais est-ce que Eddie Jones a raison tout simplement de se baser sur ces hommes-là, sachant qu'il connaît leur caisse physique actuelle, leurs capacités, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Enfin, en tout cas, peut-être pas au tout début du tournoi, mais maintenant, après 3 matchs, je pense que ça doit commencer à être assez clair. Est-ce qu'il a raison de s'appuyer tout le temps sur des Owen Farrell, sur des Maro Itoje, sur des Billy Vunipola, voilà, en fait, si on regarde les 3 matchs, à part peut-être le match contre l'Italie, globalement, c'est la même composition et on voit que voilà, il n'y a pas vraiment
de pragmatisme, j'ai envie de dire de la part d'Eddie Jones, c'est beaucoup de dogmatisme et au final, il cherche pas vraiment, on a l'impression en tout cas, à trouver des solutions pour s'adapter à l'adversaire qu'il a en face. Non, mais c'est un non-sens total ce qu'il fait Eddie Jones, parce qu'on en revient au problème Saracens. Enlever l'ossature toulousaine du 15 de France aujourd'hui, vous allez voir ce que ça va donner. Et là, c'est comme si les mecs jouaient pas. Parce que deuxième division anglaise, ils ne jouent pas à cause du coronavirus. Il n'y a que la première chip qui joue. Donc les gars jouent pas. Là, ils vont pas avoir l'occasion de monter l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'ils vont se retaper un an en deuxième division. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Donc là, ils vont perdre 2 ans, ils vont pas jouer. On le voit avec Owen Farrell, loupe des pénalités face au perche. On n'a jamais vu ça. Le gars loupe des pénalités Ouais, face au il en a perche. raté beaucoup, t'as raison de le signaler. Mais c'est incroyable. Et on en revient à ça. Mais laisse-les au frigo. Ils ne jouent pas. Ils ne vont rien te servir à haut niveau. Les frères Simmons à Exeter, ils marchent sur le rugby mondial depuis 2 ans. Les mecs vont pas en sélection. Dombrand Harlequins, il fait mal sur chaque maul. Le numéro 8, il tue tous ses adversaires en Angleterre. Il n'est pas appelé en sélection. Là, à un moment, va vite falloir qu'il change. Et je pense que ce qui se passe sur ce tournoi de destination va être le signal d'alarme. Soit Eddie Jones saute, soit il refait totalement son effectif et il sacrifie les joueurs des Saracens qui ne vont pas jouer au rugby pendant un an et demi. D'ailleurs, c'est vrai que ce sera assez drôle de voir comment ça va évoluer parce que il me semble, si mes souvenirs sont bons, vous me direz si j'ai tort, mais que la fédération anglaise voulait faire passer pas une loi, mais une certaine forme de réforme où dans les 1 ou 2 ans à venir, euh, les clubs de l'élite l'identité des clubs de l'élite serait gelée pendant une période indéterminée pour permettre aux Saracens de se restructurer, etc. Enfin, vraiment, un peu comme en NBA en fait, pour créer une ligue forte, sans pression de descente ou quoi que ce soit. Et évidemment, et compter avant le coronavirus sur le fait que les Harlequins, les Saracens remontent très vite. Donc c'est vrai que si les Saracens venaient à ne pas remonter dans les années à venir, ça pourrait être assez cocasse, Vincent. Oui, et puis ça fait déjà un moment qu'il parlait de cette fameuse ligue fermée. Et je pense qu'en top 14, on l'aura à un moment ou un autre, parce que c'est le modèle qui fonctionne économiquement parlant. C'est-à-dire que voilà, tous les matchs vont être joués à fond parce qu'il n'y aura pas de pression de descente. Ce sera juste tout à gagner, rien à perdre. Et c'est le vieux serpent de mer, je pense, qui reviendra. Mais oui, après, ça, les Anglais, ils s'en sont jamais cachés. Ce qu'ils veulent, c'est le top du top, aller chercher l'excellence chez leur club et forcément en sélection par la suite. Mais bon, c'est presque dommage parce qu'au niveau de l'équité sportive, même si bon, voilà, on sait que le rugby maintenant c'est un business, etc. Mais c'est presque dommage parce que voilà, les Saracens, surtout les raisons pour lesquelles les Saracens ont été rétrogradés en deuxième division. Pour une fois, on avait une fédération, une ligue qui prenait des décisions fortes et cohérentes. Et au final, on se rend compte que, au final, ils préfèrent avoir les Saracens en première division avec des déficits, avec des triches au niveau du salary cap, plutôt que d'avoir des Saracens qui sont en deuxième division, qui sont relégués pour les bonnes raisons et qui justement tardent à retrouver le plus haut niveau et où ils assument vraiment les conséquences de leur faute. Donc oui, on est dans une autre galaxie, c'est-à-dire dans la galaxie du business où on veut absolument voilà, que les droits télé rentrent, etc. C'est un autre débat, mais voilà, c'est ça qui me gênerait plus, c'est-à-dire d'une ligue fermée avec absolument les Saracens. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on va chercher plus le business que l'équité sportive pure et dure, ou peut-être une autre équipe de seconde division qui aurait fait une meilleure saison, monterait devant les Saracens au final. Donc ouais, c'est presque un petit peu dommage, mais bon, oui, je pense que c'est un modèle qui arrivera un jour ou l'autre, pas qu'en Angleterre, ça c'est clair. Et surtout parce que Vincent parle des Saracens, mais moi je me mets à la place des dirigeants des Saracens. Je peux regretter un manque d'homogénéité dans les différents championnats parce que je suis pas sûr que le Racing en France, que ce soit Toulon des grandes époques et tout, respecte ce salary cap mis en place ou respecte ce côté financier parce que, à mon avis, c'est aussi des équipes qui auraient pu descendre. Donc, c'est pour ça que le problème des Saracens se pose une question sur cette homogénéité sur les différentes équipes européennes. Non, on a peut-être l'occasion d'y revenir. Pour finir sur ce débat et sur ce match entre le Pays de Galles et l'Angleterre,
Petite séquence prono. A priori, si le Pays de Galles s'impose en Italie, ce qui devrait a priori être le cas, il resterait trois concurrents pour la victoire finale, donc la France, l'Écosse et le Pays de Galles. Donc potentiellement le Pays de Galles, on va dire, est le vainqueur de la rencontre entre l'Écosse et la France. Qui gagnera le tournoi, messieurs? Allez, je vais faire je vais me mouiller. Moi, c'est le cœur qui parle. J'ai vraiment très envie que ce soit les Français. D'une part parce qu'ils nous émerveillent depuis un an. J'espère que cette histoire, voilà, de bulle sanitaire, tout ce qui se passe en ce moment, va pas justement couper ce bel élan. Et j'aimerais, voilà, qu'enfin on assume définitivement ce nouveau statut, c'est-à-dire qu'on fasse un match complet contre l'Écosse, qu'on réussisse à battre une Écosse joueuse et qui nous posera certainement des problèmes, et qu'on arrive vraiment à être plus en maîtrise que dans le match de l'Irlande et s'offrir vraiment. Voilà, bon après, le calendrier est plus compliqué pour les Français, mais voilà, vraiment de s'offrir un dernier match pour la victoire contre l'Angleterre, pour le Grand Chelem notamment. Ça serait juste exceptionnel pour cette génération qui vraiment le mérite. Et c'est le cœur qui part, j'ai très envie que ce soit les Français, ils peuvent le faire. Après avoir, voilà, si vraiment ces histoires-là en interne qui se passent depuis 2-3 jours ne viennent pas couper voilà, cet élan qui a été créé. Mais bon, moi, allez, je vais dire les Français, et voilà, quitte à être chauvin et pas forcément totalement objectif. C'est vrai que ça serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel de se retrouver lors de la dernière rencontre avec le Pays de Galles à 4 victoires et 4 victoires pour à la fois le tournoi mais aussi le Grand Chelem. Ce serait assez inattendu, on va dire, surtout du côté gallois. Flavien, toi, un petit pronostic avant de passer au top 14? Non, mais on va arrêter de se cacher. On joue sans Vakatawa et Romain Ntamak, je le rappelle, qui sont quand même deux joueurs clés, et on roule quand même sur tout le monde. Donc on est la meilleure équipe pour moi du monde actuellement, même si on ne voit pas les Blacks jouer et tout, ce qu'on fait c'est exceptionnel. Bien sûr qu'on doit gagner ce tournoi si on parle purement du côté sportif. L'extra sportif, on verra ce que ça va donner, mais purement sportivement parlant, on a 20 points d'écart avec les autres équipes, on est au-dessus dans tous les domaines. Oh, on a 20 points d'écart sur l'Irlande, c'était quand même pas forcément évident. Mais après, il faudra aussi voir en termes de cas de Covid, hein. Parce que évidemment, d'autant plus avec Romain Ntamak ou Vakatawa sur le terrain, on est une des meilleures équipes du monde. Maintenant, si il venait à avoir d'autres cas de Covid et que on se retrouve avec une équipe amputée de 10 titulaires, c'est pas forcément évident pour la fin du tournoi. C'est pour ça, hein, on parlait à armes égales, vraiment purement sportif. C'est sûr que s'il y a 10 ou 15. Mais avec le vivier qu'on a, même avec 10 ou 15 cas de Covid, je suis pas sûr que les autres équipes nous prennent à la légère. Bah, on l'a vu lors de l'Autumn Nations Cup d'ailleurs, hein, contre les Anglais. Non, mais total. Enfin, je pense qu'on va vivre les plus belles heures du rugby français vu le vivier qu'on a. Mais voilà, faut arrêter de se mettre des balles dans le pied et se concentrer sur le sportif et arrêter avec ces conneries de bulles sanitaires ou de Bernard Laporte qui fait son Don Corleone là. Voilà, faut revenir un peu au terrain. Sinon, on arrête de tester, hein. Encore mieux, comme ça on gagne du temps. Je suis pas sûr que ça requiert l'accord de tous les présidents de fédération et de tous les gouvernements du monde, mais bon, on peut toujours essayer de demander pour envisager ce que ça pourrait donner. Toujours C'est est-il bien qu'on dommage. on va peut-être passer au top 14 maintenant. Je pense qu'on a été assez complet sur ce match et sur ce week-end de 6 nations, même si on n'a pas parlé des Bleus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors de la prochaine émission, notamment quand on aura une date pour cette rencontre contre l'Écosse et sûrement donc après le crunch en théorie s'il se déroule à la date prévue. On va maintenant passer au top 14. On a eu 3 matchs de top 14 ce week-end avec Bayonne qui est allé s'imposer 16-14 du côté de Toulon. On a Clermont qui a roulé sur Agen, voilà, 18e défaite consécutive en top 14 pour Agen, la 17e de la saison. C'est un record malheureux donc pour cette équipe agenaise. Et on a hier soir Toulouse qui est allé s'imposer 14-11 à La Rochelle, qui restait invaincu à De Flandre depuis 2 ans. On s'est concentré sur la course au top 6 il y a 2 semaines, d'ailleurs, il y a même un mois je crois. D'ailleurs, Flavien est en train de voir son pronostic doucement mais sûrement se réaliser avec le Toulon qui flanche un peu et le Loup qui se montre solide pour se rapprocher des places qualificatives. Aujourd'hui, on va se pencher sur le maintien avec un classement qu'on vous a mis
en visuel pour que vous puissiez un peu mieux avoir cette lutte et ce classement en tête. On a donc potentiellement 6 équipes qui sont concernées par ce maintien. On peut peut-être exclure Brive et Castres, c'est vous qui allez me le dire, mais on a vraiment 3 équipes qui lutteront pour la 13e place, la 11e, 12e et 13e place du coup. Montpellier, la section paloise et l'Aviron bayonnais. Bayonne s'est relancé donc en allant gagner à Toulon, compte 30 points, avec un match de moins que Montpellier et Pau qui comptent respectivement 32 et 31 points. C'est le débat de la semaine et la question est très simple, messieurs. Qui se maintiendra dans l'élite cette saison? Vincent. Waouh, très bonne question. Là, pour le coup, depuis 2-3 matchs, je voyais peut-être Bayonne plus en difficulté et plus candidat entre guillemets à cette 13e place. Mais là, avec leur victoire à Toulon, derrière, si je dis pas de bêtises, ils reçoivent 3 fois. Et Ouais. notamment, Il y a Castres aussi je qui va crois, beaucoup recevoir, je crois. il y a Castres qui va beaucoup recevoir. Et ils reçoivent 3 fois. Et notamment, je crois qu'il y a un Bayonne-Agen. Bayonne 2 fois. Bayonne 2 fois. Bayonne 2 fois, par contre, c'est 4 matchs à Voilà, domicile sur les 5 prochains. Voilà. Donc déjà, donc c'est quand même entre guillemets plutôt favorable sur le principe. Ils vont jouer à Agen. Ils jouent pas à Agen. Même ils jouent pas à Agen. Bayonne... Le match en retard, c'est contre Agen. Ah oui, pardon, non mais pardon, t'as raison. Oui, il n'était pas mentionné effectivement, mais oui, non, dans la source que j'ai, mais oui, t'as tout à fait raison. Leur match en retard ou un Agen qui est clairement là, qui est plus du tout. Donc sauf grosse surprise, ça devrait leur faire 4 points de plus, voire même peut-être 5. Donc c'est-à-dire que à nombre de matchs égal, ils seraient à la 11e place devant Montpellier et la section. Donc ouais, ça va être serré jusqu'au bout. Je pense que pour moi, même si ça me fait mal de le dire, je pense que la section va avoir du mal en cette fin de saison parce que comme les années précédentes, ils sont en train de coincer. C'est-à-dire qu'ils ont fait un très très bon début de saison. Et là, petit à petit, ils sont en train d'enchaîner les défaites, les contre-performances où ils ne terminent pas bien leur match. On sent que mis à part Astoy ou peut-être leur troisième ligne qui tient un petit peu la route derrière, c'est un peu plus limité. Ils n'arrivent plus à trouver le bon rythme. Je pense que pour eux, ça va être vraiment les plus compliqués, surtout qu'ils ont un calendrier qui est quand même pas forcément très très facile, notamment dernier match de la saison où ils recevront Montpellier. Alors celui-là, Ouais, je il va pense que valoir son pesant de cacahuètes aussi. Hein. voilà, il va valoir de l'or. Ils vont aller à Castres, ils reçoivent Bayonne. Donc là, il y a quelques matchs qui vont être vraiment décisifs. Ils flirtent avec cette 13e place depuis 2-3 saisons. Est-ce qu'ils vont pas finir par y aller? Voilà, ils ont un effectif qui est quand même un peu au-dessus sur le papier, mais est-ce que ce sont des joueurs vraiment qui sont habitués, voilà, toujours pareil, à être dans cette configuration maintien, à aller chercher un maintien et pas autre chose. Donc c'est quand même d'autres ressorts psychologiques, c'est très usant sur une saison complète. Ouais, moi j'ai peur pour Pau vraiment. J'ai peur pour Pau, contrairement à Bayonne là, qui m'a fait une grosse impression à Toulon où je me suis dit, quand ils ont pris le premier essai, je me suis dit, oui, ça va être la déferlante. Et en fait, pas du tout. Ils se sont accrochés, ils ont assumé leur ambition, ils ont assumé leur parole pendant la semaine. Donc, ouais, il y a quelque chose vraiment, mais pour moi, c'est vraiment Pau qui me fait le plus peur parce que je pense que Montpellier, voilà, retrouver plus ou moins un semblant de vivacité, entre guillemets. Et ouais, c'est vraiment pour la section moi, que je me fais du souci. Tu as raison de t'en faire parce qu'à mon avis, c'est vrai que ça risque d'être quand même compliqué. On a une section Palos qui avait démarré très fort mais qui gagne plus beaucoup de matchs là, depuis quelques mois. Je pense comme toi personnellement que Bayonne va le faire parce que les Bayonnais ont clairement, très clairement même, j'ai envie de dire, le meilleur calendrier. Ils ont un match en retard. En plus, avant d'aborder ce calendrier a priori favorable, ils seront sans doute, s'il y a victoire contre Agen, devant leurs deux concurrents directs. Donc c'est vrai qu'on peut espérer en tout cas une belle fin de saison pour cet aviron bayonnais. Mais derrière, Montpellier et la section, c'est vrai que c'est compliqué. Je vais vous rappeler les calendriers des différentes équipes. Donc la section paloise ira à Bordeaux, ira à Castres, recevra Bayonne, ira au Stade français, à Agen, recevra le Racing, ira à La Rochelle et recevra Montpellier. Donc c'est vrai qu'à part le déplacement à Agen et la réception de Bayonne et de Montpellier, il n'y a aucun match facile.
mais il reste des confrontations directes. C'est peut-être que, par là que passera le salut de la section. Et Montpellier reçoit Clermont, va à Toulouse, reçoit Toulon, va à Bordeaux, reçoit La Rochelle. Donc là, les 6 prochains matchs de Montpellier, bonjour. Ils vont au Stade Français, ils reçoivent Bayonne et ils vont à la section. Les 2 dernières journées, pour le coup, ils jouent Bayonne et Pau. Donc c'est vrai qu'on a un championnat qui pourrait se décanter dans les dernières rencontres, Flavien. Oui, mais faut pas non plus oublier Agen. Agen peut encore se sauver. Non, non, on fera un débat sur Agen promis dans quelques semaines. Est-ce que, enfin, s'ils n'ont pas gagné un match avant, est-ce que Agen va réussir l'exploit de perdre 26 matchs? Non, s'il te plaît, on parle pas d'Agen, s'il te plaît, c'est pas possible. C'est une honte. Enfin bref. Et Montpellier a trop de talent pour moi pour être dans la discussion à la descente, même si on peut. Voilà, rien n'est à occulter en sport, mais il y a trop de talent, et notamment les 2 dernières journées sur les confrontations directes où il ne devrait pas faire prisonnier normalement vu le talent qu'il y a dans cette équipe. Vincent a tout dit. En regardant le calendrier avant l'émission, je me suis dit pareil, ça va être chaud pour Pau. Ça va être compliqué parce que Bayonne, il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu à l'image de Brive. On sent qu'il y a un collectif, on sent qu'il y a une équipe. À Pau, c'est pareil. Hein, Pau, quand même, c'est une équipe où il y a des joueurs talentueux. Il y a Astoy qui est toujours aussi brillant. Mais voilà, on a l'impression qu'il manque quelque chose et qu'ils en pâtissent plus que les autres du manque de public. On a l'impression qu'il manque ce supplément d'âme à Pau. Et ouais, au niveau du calendrier, je pense qu'on peut s'en faire un peu pour Pau. Je suis d'accord avec vous. Va falloir qu'ils sortent des grosses perfs, sinon la Pro D2 va arriver très vite pour la section. Ouais, et c'est une question que je voulais vous poser aussi, parce que c'est une chose sur laquelle je m'interrogeais. Est-ce que Montpellier est pas l'équipe qui est la mieux armée en termes d'effectifs, mais qui a le moins de garanties collectives au niveau de son état d'esprit par rapport à la section au Bayonne? J'ai vraiment l'impression que du côté de Bayonne, il y a quelque chose qui se crée, comme tu l'as dit, un peu à l'instar de Brive, ou même de Castres, qui s'est très bien repris après un début de championnat très compliqué. Mais j'ai l'impression que du côté de l'aviron bayonnais, il y a quelque chose qui se crée, il y a vraiment une âme dans cette équipe, j'ai envie de dire. Alors est-ce que c'est insufflé par Yannick Bru, par l'esprit basque qu'on sait très très présent au sein de cette équipe, tout un ensemble de valeurs, à mon avis, qui leur permettront, en plus de leur niveau intrinsèque, hein, bien évidemment, de se maintenir dans l'élite. Est-ce que, ouais, voilà, est-ce que tout simplement Montpellier va réussir à se sortir uniquement par le biais de la qualité de son effectif sur le papier, ou est-ce qu'on peut craindre pour le MHR qui se fasse un peu, j'ai envie de dire, prendre en sandwich, pardonnez-moi l'expression, entre une section et un aviron qui ont des valeurs et des âmes, j'ai envie de dire, au sein de leur effectif qui pourraient les sauver et jouer un mauvais tour à MHR, Vincent? Alors Bayonne, oui, clairement, comme tu disais, au niveau de l'état d'esprit, puis surtout, ils sont programmés pour le maintien. Ça fait partie de ces équipes comme peut-être Brive, comme Agen, où dès le début de saison, on savait qu'ils n'allaient pas jouer au-dessus de 11-12. Donc ils sont programmés, psychologiquement ils sont programmés. Je pense que Yannick Bru veille aussi vraiment à ce que les joueurs ne s'enflamment pas, par exemple après la victoire à Toulon. Il va vite les remettre en place en disant attention, on reçoit Lyon, il va falloir être bon, etc. Il va falloir gagner, il va falloir continuer, etc. La grosse différence, effectivement, entre Montpellier et même dans une moindre mesure Pau, c'est, voilà, comme tu disais, peut-être ce manque de repères collectifs. Mais je sens que c'est les dernières prestations de Montpellier, alors mis à part peut-être la grosse gifle à Castres, mais vraiment, ils ont montré voilà, qu'il y a un petit truc en plus par rapport à vraiment au début de saison où c'était catastrophique, où chacun jouait pour soi, tirait la couverture à soi. Contrairement à la section où justement j'ai l'impression que ils se reposent trop sur un talent, voilà, sur le talent d'un joueur ou deux, de Antoine Astoy, de leur troisième ligne, dont le nom m'échappe, australien, qui est excellent depuis le début de saison, et d'une grosse mêlée, même qui domine peut-être un petit peu moins, mais voilà, mais je pense qu'ils n'ont pas non plus les ressorts psychologiques pour se dire bon, mais le maintien, c'est le moment. C'est-à-dire qu'ils sont en train, ça y est, je pense, de découvrir, ah mince, il va falloir se battre pour se maintenir. Et quand on passe voilà, du statut psychologique en se disant bon, mais on va essayer de regarder vers le haut à un statut psychologique, on se dit mince, voilà, il va falloir y aller parce que là, ça commence à sentir un peu le brûler. Ouais, ça va être difficile, je pense, plus pour la section que pour Montpellier au vu des derniers matchs, vraiment, parce que Montpellier, au-delà de la qualité de son effectif, comme tu disais, il y a quand même des motifs d'espoir. On sent qu'ils retrouvent quand même une certaine envie, les joueurs ont pris conscience
de ce qu'il fallait faire pour justement jouer un maintien, parce que quasi depuis le début de la saison, ils y sont. Contrairement à la section où ils ont fait un début de saison en boulet de canon et petit à petit, voilà, ils sont en train de glisser, de glisser, de glisser. Et ça sera, je pense, difficile pour eux de switcher et d'aller chercher voilà, ces fameux ressorts en se disant, mince, voilà, il va falloir qu'on se mobilise très très vite parce que ouais, Bayonne va bien terminer, je pense, ou du moins va continuer sur son rythme. Et la section, il va falloir qu'ils se mettent au diapason parce que sinon, ils vont devant une grosse déconvenue, je pense. Bah, d'autant plus que c'est vrai, je te rejoins sur le fait que peut-être qu'ils prennent conscience que maintenant qu'il va falloir jouer le maintien ou que ça va être très compliqué, parce qu'ils ont souvent eu beaucoup de matchs d'avance hein, sur l'Aviron ou Montpellier, ce qui fait que ça a été, à mon avis, compliqué de se projeter, parce qu'évidemment on ne peut pas prévoir le résultat des matchs à l'avance. Et donc c'est vrai qu'ils n'ont jamais été trop concernés par cette 12e, cette 13e place. Et là, le fait que ça revienne très très vite derrière, bah, comme tu l'as dit, et je te rejoins tout à fait là-dessus, à mon avis, ils vont devoir vite, très vite se mettre au diapason, d'autant plus que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ils ont un calendrier très compliqué. Flavien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou globalement on s'accorde tous à dire que la section pourrait terminer 13e et donc avoir un barrage de maintien à jouer? Oui, juste sur le MHR, sur Montpellier, heu, Vincent l'a très bien dit, c'est une équipe qui est pas programmée pour jouer le maintien à la différence des autres et au-delà de ça, il y a aussi est-ce que les joueurs considèrent que le club de Montpellier est important? Sachant avec leur politique de «mercenaires» entre guillemets depuis 2 ou 3 ans, je pense sincèrement que la colonie sud-africaine, les joueurs étrangers n'en ont rien à foutre de l'image du MHR. Donc si le club doit descendre, je pense que ça en touchera Kimsey une Gillette, pour faire une battre l'autre. nouvelle gamme de Je pense produits portant le sincèrement que nom de là, notre fondateur. ce côté motivation de maintenir le club, ils l'auront moins qu'à Bayonne ou à Pau. Et deuxième petit argument, va vite falloir trouver une cellule psychologique pour Guilhem Guirado, parce que avec le 15 de France, il a vécu les pires heures du 15 de France. Il arrive à Montpellier. Là, si Montpellier descend en Pro D2 avec Guirado dans l'effectif, on a le plus gros chat noir de l'histoire du rugby français. Oh, bah attends, il y a quand même Saint-André sur le banc, hein. Il y a une belle doublette Ah là. bah, c'est la paire, hein. Mais là, Guirado, avec... non, mais, Guirado, ce qu'il a vécu avec le 15 de France, il arrive à Montpellier pour jouer le titre. Si le club descend, vite trouver les psychologues du monde entier parce que là, le garçon, il va vraiment être très très mal. Ouais, ça peut être compliqué. C'est vrai que ça peut être compliqué à gérer. En tout cas, on suivra cette fin de match, enfin cette fin de match, cette fin de saison même, entre ces trois équipes. On n'a pas trop parlé du Castres Olympique et de Brive, mais c'est vrai que ces deux équipes ont quand même davantage de garanties et puis accessoirement quelques points en plus, ça fait toujours la différence. Donc le maintien, en tout cas la place en barrage, parce que bon, Agen va descendre, c'est une certitude depuis plusieurs semaines, devrait et pourrait se jouer entre ces trois équipes. On va désormais passer à la partie que vous attendez tous à propos d'un joueur effectivement dont on a, je pense, parlé, dont on parlait avec nos parents et dont on parlera très certainement avec nos enfants. Ce joueur, c'est Dan Carter. On va rapidement vous faire un point, un rappel sur tout simplement sa carrière dans son intégralité, son palmarès, etc. Dan Carter, c'est ni plus ni moins que 112 sélections avec les All Blacks, presque 1600 points, double champion du monde, que ce soit en 2011 ou en 2015, même s'il a été blessé lors de la Coupe du Monde de 2011. 8 fois vainqueur du trio Four Nations, 3 fois meilleur joueur du monde en 2005, 2012, 2015. Il a évidemment fait 10 ans au Crusader avec plus de 1700 points inscrits. Il a gagné le Super 12 qui est devenu le Super 14 à 4 reprises. Et il a également effectué quelques piges en France du côté de Perpignan et du Racing, notamment avec un titre en top 14 à chaque fois et 2 finales de la Champions Cup en 2016 et 2018. C'est peut-être les seules compétitions finalement qui lui ont échappé au cours de sa carrière, dans celles qu'il a eu l'opportunité de remporter. Voilà, c'est un joueur immense qui donc a annoncé raccrocher les crampons à 38 ans. Messieurs, on va tout simplement prendre un petit quart d'heure pour refaire le monde et la carrière surtout de Dan Carter. Quels sont vos plus beaux souvenirs? Qu'est-ce que vous retiendrez d'un joueur comme celui-ci? Flavien. Euh, Moi, alors, je vais aller un petit peu à contre-courant. Dan Carter n'a jamais été un joueur qui m'a procuré énormément d'émotions. Si je compare avec les grands numéros 10, par exemple, j'ai reçu plus d'émotions en regardant un Johnny Wilkinson, par exemple.
son côté létal face aux perches. Voilà, Dan Carter, pour moi, il s'inscrivait dans le collectif Black. C'était vraiment le collectif Black. Et ensuite, Dan Carter, Richie McCaw, etc., voilà, qui étaient dans cette machine huilée, ce côté létal de l'équipe, ce rouleau compresseur. Et voilà, et quand on regarde un peu mieux après, hormis les All Blacks, il a tout gagné aux Crusaders. Il est arrivé à Perpignan en 2009. Alors, il n'a pas joué la finale parce qu'il était blessé. Il a gagné le top 14. Il arrive au Racing. Il gagne le top 14. Il fait 2 finales de Champions. Il va au Japon, sa dernière pige. Il gagne le championnat. C'est-à-dire, c'est un mec qui a la gagne. C'est un mec, à mon avis, il y a aussi le côté dans les vestiaires. C'est un joueur qui inspire les autres, qui les prend avec lui, qui vraiment, quand tu es avec lui, c'est comme les autres sportifs, c'est un Zlatan au bilan AC, c'est un LeBron James en NBA, c'est un Tom Brady en NFL. C'est un joueur comme ça qui prend les autres sur son dos et qui, sur le boulot, fait le taf, excusez-moi, sur le terrain, fait le taf, dans les vestiaires, fait le taf. Au final, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas un exploit que j'ai en tête, mais c'est juste, si tu veux gagner quelque chose, tu prends ce joueur avec toi et tu vas gagner. Et c'est ça qui est exceptionnel. Dan Carter, c'est la gagne. Vincent, je vais te poser la même question, même si effectivement je suis pas d'accord sur toi avec Flavien, mais qu'as-tu retenu toi tout simplement de la carrière de Dan Carter? C'est vrai qu'il a la gagne chevillée au corps, cet homme-là. Que ce soit. On a l'impression que c'est le genre de joueur, peu importe où il est placé sur le terrain. Bon, évidemment, on n'aurait pas pu le placer talonneur ou troisième ligne, évidemment, mais de tous les postes derrière, on a l'impression qu'il pouvait être bon, voire excellent, voire exceptionnel. C'est-à-dire, c'est ce joueur ça fait partie de ce genre de joueur qui a une telle qualité intrinsèque, une telle maîtrise du jeu, de la tactique, de la technique, ballon en main, ballon au pied, qu'il est bon, il pouvait être bon partout. Il commettait vraiment pas beaucoup d'erreurs, ou alors s'il commettait une erreur, on savait que il allait être suffisamment fort dans la tête pour aller essayer de se racheter, de claquer un drop qui va bien, un petit coup de pied dans le dos. Il avait toujours le petit geste qui était au bon endroit, au bon moment, vraiment très bien dosé, etc. Il avait toujours cette justesse technique qui lui permettait d'être au-dessus de tout le monde sans être. C'est vrai que je suis assez d'accord avec Fabien, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui allait faire qui allait faire des percussions, qui allait faire péter un troisième ligne. C'est pas un joueur qui allait traverser le terrain sur une accélération. C'était pas le plus rapide, c'était pas peut-être le plus génial. C'était un bon défenseur, mais c'était pas le plus gros défenseur. Mais là, il a amené cette aura, cette tranquillité, cette justesse, cette maîtrise du jeu, de la tactique et du projet de jeu, notamment chez l'All Black, où vraiment, je pense que les joueurs se reposaient sur lui en se disant on avancera toujours avec lui, on aura toujours un moment où il va trouver une passe vissée, une passe laser, une passe sautée, une chistera, un petit coup de pied par-dessus qui va nous permettre de trouver la solution dans un match cadenassé. Et puis, au-delà donc du joueur vraiment sportif, il y a aussi l'icône qu'il est devenu, l'icône pour la marque, pour les All Blacks, pour Adidas, si je dis pas de bêtises, il a été vraiment l'égérie. C'est devenu une icône marketing, c'est-à-dire que Dan Carter, en plus, il a la belle gueule du gendre idéal, etc. Qui fait pas de vagues dans le privé, qui vraiment, ça a été une icône, c'était un modèle pour énormément de Néo-Zélandais et pour beaucoup de fans de rugby, où vraiment, il a fait vendre des maillots, il a mené quelque chose en plus en termes de commercial, en termes de marketing, plus par exemple que Richie McCaw, qui lui était excellent dans son domaine, mais moins vendeur parce que c'était un combattant de l'ombre. Voilà, le Carter, c'était surtout, il a mené une lumière sur le rugby, sur le jeu, en termes au niveau des sponsors, au niveau de marketing, au niveau commercial, au niveau communication. Je pense que ça a été l'icône que le rugby attendait, que les marques attendaient après un Jonah Lomu. Quelqu'un qui est capable de faire vendre, il passe bien à la télé, il passait bien en interview, ça a toujours été une langue de bois parfaitement maîtrisée. Il est toujours fair play, il n'allait jamais se plaindre de l'arbitre, il n'allait jamais se plaindre d'un joueur, il prenait des mauvais coups, il disait rien, il se relevait, limite il lui serrait la main. Donc voilà, il y avait aussi tout un système bien rodé au-delà de ça. Et au-delà du sportif exceptionnel qu'il était, du joueur exceptionnel qu'il était, parce que voilà, il faut le reconnaître, c'est un joueur qui fait gagner son équipe sans peut-être être le génial, mais il avait toujours ce flair,
voilà, entre guillemets, French flair, on va dire, mais voilà, ce nez pour sentir, cet œil pour se dire, ben là, pouf, il faut que je mette le ballon là, à ce moment-là, telle vitesse, bien dosé, clac, je le vois, mon ailier, mon troisième ligne qui arrive lancé dans le dos. Donc voilà, il avait cette justesse technique et je pense que il a mené énormément au rugby et puis ben, il va falloir attendre quelques années, je pense, pour retrouver un joueur de cette qualité, sauf peut-être notre égérie Antoine Dupont qui va, je pense, devenir la même égérie mondiale. Mais voilà, il a mené vraiment, il a fait passer le rugby dans une autre dimension grâce à, au-delà du sportif, grâce à voilà, son côté, son aura marketing qui vraiment a permis au rugby de sortir de cette image un peu de jeu de bourrin, voilà, en se disant, ben, ah, des mecs qui sont quand même plutôt pas mal, qui parlent bien, qui bégayent pas, qui n'ont pas les oreilles en chou-fleur, qui n'ont pas les arcades complètement cassées, qui n'ont pas un nez de travers. Voilà, c'était vraiment la belle gueule. Donc, ouais, il a mené au-delà du sportif, il a mené cette lumière sur le rugby. Je pense que ça a été un bienfaiteur aussi là-dessus. Bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que moi je le comparerais peut-être. Bon, alors il y a moins de moments marquants parce que c'est un sport individuel, mais à un Roger Federer. Je trouvais son élégance folle en fait, tout simplement folle, la classe. Il est hyper polyvalent, c'est un rugby très agréable à regarder, que ce soit au pied, à la main. Franchement, il était très fort, comme tu l'as dit. Il pouvait jouer partout à l'arrière, il a joué au centre, il était presque aussi bon qu'en 10. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un qui a réellement su se mettre au service de cette équipe. C'est ce que disait Flavien, ça, au sein du collectif Black, qui était bon, extrêmement bien huilé, hein, on va pas refaire l'histoire. Moi, ce que je trouve aussi très fort et la marque des plus grands, c'est que il est parvenu, malgré toutes ces grandes et ces grosses blessures, parce qu'il a quand même eu des blessures pas très sympathiques, notamment en 2011, où tu es quand même à la maison, où forcément ça te trotte dans la tête quand tu es au pays du rugby, quand tu es en plus chez toi, que c'est une Coupe du Monde, que tu as l'équipe pour aller au bout, et que tu te blesses aussitôt, et qu'en plus tu vois tes coéquipiers sous le trophée, donc bien sûr tu es content pour eux, mais tu peux pas t'empêcher, et c'est ce que disaient certains joueurs français, notamment Laurent Koscielny au football après l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, pardon, mais tu peux pas t'empêcher d'avoir un peu les boules, pardonnez-moi l'expression. Mais il est retourné au charbon. Il a regagné. Il a gagné en 2015 finalement cette Coupe du Monde pour pouvoir tout simplement dire, parce que la Coupe du Monde il l'avait sur son CV dans son palmarès, mais pour pouvoir tout simplement dire, bah voilà, j'y ai contribué et je l'ai pas juste gagné parce que voilà, j'étais remplaçant ou j'étais dans le groupe et j'ai joué quelques minutes. Et ça, je trouve que c'est une force de caractère qui, combinée à toute cette simplicité en fait, qui était hyper vendeuse, on fait, on fait Dan Carter tout simplement. Et je trouve que c'est très très fort de réussir à la fois à pas faire de frasques, à pas nécessairement se démarquer à tous les matchs comme étant le détonateur de l'équipe, mais d'avoir quand même cette patte, ce flair, comme tu disais Vincent, et cette empreinte ouais, sur le rugby mondial, sur sa génération et sur toutes les équipes au sein desquelles il a pu évoluer. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut poursuivre sur cet argumentaire, mais je pense que c'est vrai que tout ce qui a été dit juste là résume assez bien finalement ce qu'était et la carrière qu'a eu Dan Carter tout au long de ces nombreuses années. Et Greg, tu as parlé d'élégance. Je pense qu'il n'y aura pas un autre joueur comme Dan Carter parce que ce qui était flagrant, c'est que c'était un joueur qui jouait en mocassin quand tous les autres étaient en crocs. C'était incroyable à voir. C'est-à-dire que, et même les autres joueurs avec lui faisaient en sorte de le protéger, entre guillemets. C'est un joueur qui a toujours joué dans un fauteuil, qui a toujours été à sa main et qui faisait ce qu'il voulait avec ses mains, avec ses pieds, avec sa tête. C'était surtout un joueur très cérébral. Ça, c'est important de le souligner. L'intelligence du joueur, c'est-à-dire que voilà, il était en nœud-pape, il était tranquille. On a l'impression qu'il n'allait jamais au sol, qu'il quittait le terrain, il avait le short blanc. Mais parce que c'était son rôle, c'était le rôle du beau gosse, du mec fort, du mec qui va te faire gagner sans transpirer, on a l'impression. Et voilà, les autres voyaient ça et savaient qu'il fallait tout faire pour le protéger parce que c'est grâce à lui que tu allais gagner des titres, que tu allais loin. Et voilà, c'est cette élégance qui va marquer. Et moi, voilà, quand je le vois, je pense tout de suite à Johnny Wilkinson. C'est-à-dire, c'est même si Dan Carter est justement un Wilkinson beaucoup plus avec une palette beaucoup plus élargie au niveau du jeu à la main, au niveau de la vitesse, etc. Mais voilà, c'est vraiment le joueur ultime, mais celui qui, dans un sport de brut où on aime la boue, etc.,
c'est celui qui restait au-dessus de la mêlée et qui toujours avait cette intelligence et cette beauté, cette élégance pour changer le cours d'un match. Non, mais c'est ça, et en fait, je trouve fantastique cette capacité à être aussi discret, mais aussi présent sur le terrain, et voilà, à attirer, bon, évidemment, la sympathie, mais je vais reprendre effectivement ton allégorie, le fait de jouer en mocassin quand tout le monde joue en crocs, finalement, c'est assez représentatif du joueur, c'est-à-dire que je sais pas si on retrouvera un jour un joueur qui a autant de classe, qui est aussi influent sur le terrain, qui révolutionne autant son sport, et qui sait en fait autant se faire admirer malgré le fait que ce soit pas nécessairement le joueur le plus en vue sur un terrain, à l'instar d'un 15 ou même d'un ailier, quoi. Je trouve ça assez fascinant en fait. Et puis bien sûr, si on rajoute toute la dimension où il fait partie de la meilleure équipe du monde, où il a gagné partout, il a gagné que ce soit dans l'hémisphère sud ou en Europe. Bon, il n'a pas gagné la Coupe d'Europe, mais il a fait 2 finales et très franchement, je pense que s'il avait été à ce moment-là dans l'apogée de sa carrière, il aurait pu contribuer à apporter ce titre au Racing. Mais voilà, je trouve assez fascinant cette faculté constamment à se relever, que ce soit des blessures, des échecs, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Mais voilà, au final, ce bonhomme-là, il n'a jamais abandonné. Et il a été un des meilleurs 10 de l'histoire, hein, avec, tu le disais tout à l'heure, Johnny Wilkinson et consorts. Mais c'est vrai que c'est assez fabuleux, tout ce qu'a apporté Dan Carter et tout ce qu'il a su faire pour son sport et au cours de sa carrière. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Dan Carter? Bon, ouais, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où quand tu dis qu'on ne retrouvera peut-être pas un joueur de sa qualité, je pense que ça viendra, voilà, pour faire une comparaison peut-être hasardeuse et les fans peut-être de basket, mais on s'était dit après Michael Jordan, mince, qui va pouvoir amener quelque chose de plus au sport? On a eu Kobe Bryant par exemple qui a pris presque la relève derrière et qui est resté un très très haut niveau, qui est devenu une légende aussi. Au tennis aussi, on s'est dit après voilà des joueurs qui ont marqué leur période par exemple dans les années 50-60, on s'est dit mince, qui va amener quelque chose? Il y en a eu une espèce de big three voilà, avec Federer, Nadal et Djokovic qui amènent quelque chose de plus, qui ont fait passer encore leur sport dans une autre catégorie. Donc je pense que ça arrivera, ça prendra du temps, mais oui, clairement, on a encore comment dire, ça sera pas demain effectivement, mais je pense que ça viendra et j'espère surtout qu'un joueur de cette qualité-là, de cette classe-là, prendra le temps de partager, vraiment de faire passer son expérience, son vécu à des jeunes joueurs et qu'on le retrouvera rapidement dans le staff des Blacks, par exemple, pour donner, peut-être pas être pour entraîneur général, mais au moins voilà, d'être un conseil, parce que des conseils de joueurs comme ça vaut de l'or. C'est très important. Donc j'espère qu'on le retrouvera derrière dans une carrière un peu plus voilà, du côté dans la transmission. Parce que aussi, voilà, c'est vrai que toutes les interviews qu'on pouvait lire à son sujet, c'était il était dans la transmission tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il donnait des conseils, des jeunes. Il n'était pas voilà, dans le côté je suis Dan Carter, je suis meilleur du monde, ne venez pas parler. Au contraire, on le disait très proche des jeunes, notamment des jeunes 10, en disant voilà, il faut faire ça, fais plus ça, tente ça, etc. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est là où on mesurera encore plus dans les années à venir ce qu'il peut amener encore au rugby. Je pense qu'il a encore énormément de choses à amener, mais dans un rôle peut-être plus d'entraînement, de conseil. Et voilà, j'ai hâte de voir ça et de m'en souvenir, de garder un souvenir voilà, du joueur exceptionnel, du gagneur qu'il était, et en espérant qu'on ait un joueur de cette qualité-là prochainement et qui soit plutôt du côté du maillot bleu-blanc-rouge, frappé du coq. Voilà. Coucou Romain Tamac, coucou Antoine Dupont, ou d'autres peut-être plus tard. Espérons en tout cas, parce que c'est un réel plaisir de l'avoir vu évoluer. On aura peut-être, bon, pas au même poste du coup, mais en équipe de France, comme tu l'as dit tout à l'heure, Antoine Dupont, qui je pense sera, s'il continue en tout cas sur ces bases-là, une icône du sport français évidemment, du rugby français qui plus est, et peut-être du rugby mondial, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ce que fait Antoine Dupont, enfin je pense que de toute manière, vu que c'est l'égérie et que sa tête nous accompagne encore aujourd'hui, on aura un débat là-dessus un jour. Mais c'est vrai que ce que fait Antoine Dupont à un poste où pour le coup, encore plus que pour un ouvreur, c'est très compliqué de se démarquer.
je trouve ça assez sensationnel, surtout on sent encore qu'il y a une marge de progression qui est folle. Et bon, là, on déborde un peu sur le sujet initial, mais à mon avis, ce sera une des têtes d'affiche de ce 15 de France pour les 7 ou 8 prochaines années, au moins. Bah écoutez, si vous n'avez plus rien à dire, monsieur, on va s'arrêter là pour cette émission. On est presque à 1 heure de débat. Je sais pas si l'un de vous veut rajouter quelque chose, mais je pense qu'on a été assez complet sur les sujets abordés ce soir. C'est une émission où j'ai pas parlé d'Antoine Dupont et je m'en voudrais de pas parler de lui parce que là on parlait de Dan Carter et avec Wilkinson la définition du numéro 10 du cerveau. Pour moi, Antoine Dupont, sincèrement, enfin, je pense vraiment que au-delà d'un Dan Carter, c'est un joueur qui, s'il continue comme ça, peut devenir un John Alomou. Dans l'image collective du rugby, quand on me dit rugby, on pense tout de suite à Lomou. Là, ce que fait Antoine Dupont, il fait pas juste numéro 9, il réinvente un poste, il réinvente pour moi une partie d'un sport. Et je lui souhaite vraiment de continuer comme ça et de ne pas avoir de blessures parce qu'on a vraiment beaucoup d'espoir dans ce joueur et ouais, je pense vraiment qu'il peut devenir une tête d'affiche du rugby, mais de l'histoire du rugby. En tout cas, on suivra ça, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais on suivra ça attentivement concernant Antoine Dupont, car c'est vrai que sa progression ne s'arrête plus, on n'en finit plus d'être émerveillé par ce joueur comme on l'est par un Chelsea Colby, par exemple, comme on l'a été par un Dan Carter. Bon, John Alomou, à part Vincent, avec Flavien, on était peut-être un peu trop jeune pour l'admirer de notre vivant et de son vivant malheureusement sur les terrains. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça nous promet ça des très belles prochaines semaines malgré tous les stades qui sont à huis clos et ce satané Covid qui continue de faire des ravages malheureusement. Mais en tout cas, on aura l'opportunité de revenir dans cette émission avec des débats plus qu'intéressants. Messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir pour cette nouvelle émission, la 3e de la saison 3 de 100% live. Nous, on reviendra dans 2 semaines pour débriefer le crunch s'il a lieu entre l'équipe de France et l'Angleterre. On pourra donc, a priori, si tout se passe bien, se tourner vers cette rencontre face au Pays de Galles pour le grand chelem et la victoire. Et là, évidemment, on touche du bois. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée à tous.